ce soir. M. Chabot, là, il y a toutes sortes de lettres associées à son nom. Je pense qu'il a beaucoup d'expérience. Il est FCPA, FCA. Bref, il est associé au service de fiscalité de la firme comptable Valette. Il a une expérience en fiscalité de 35 ans au moins. C'est un monsieur qui conseille ses clients donc, en termes de réorganisation corporative, transfert d'entreprise, achat et vente d'entreprise et planification fiscale et financière. M. Chabot donne aussi des cours, des conférences auprès de l'Ordre des comptables du Québec, à l'Université Laval, à l'École des hautes études commerciales. Alors, il a siégé sur plusieurs conseils d'administration d'organismes d'affaires, d'organismes philanthropiques ou professionnels. C'est un membre de l'Ordre des CPA du Québec, de la PFF et de la Fondation canadienne en fiscalité. En 1998, le Comité régional des CA de Québec l'a nommé émérite, donc membre émérite. Alors, il a également reçu d'autres titres, dont celui de Fellow. Donc, on est très, très content que M. Chabot ait accepté de partager, de guider, de partager ses connaissances avec nous. Je tiens à souligner qu'il le fait tout à fait bénévolement, ce qui est tout à son honneur. Alors, je pense que vous êtes entre bonnes mains. Je pense que M. Chabot fait sa présentation et qu'il sera ouvert à quelques questions s'il y a lieu. Alors, je vous laisse en sa compagnie et je vous remercie encore une fois beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Vous avez de la volonté de venir à 5 heures entendre parler de fiscalité. Le sujet arrive, il me semble que la madame a dit oui. Je comprends. Donc, en espérant que ça va être une belle soirée pour vous, que vous allez en apprendre sur différents sujets qui peuvent peut-être vous concerner de près ou de loin. C'est-à-dire qu'on va parler des crédits d'impôt pour les frais médicaux. On va commencer quelque chose de simple. On va parler des frais médicaux, des crédits d'impôt, que ça donne les crédits d'impôt au niveau monétaire. Que vous puissiez voir dans le fond. Parce que quand on fait des rapports d'impôt dans des bureaux comptables, on reçoit nos clients en avril ou en mars, puis là, ils arrivent avec une boîte à chaussures, plein de rapports, de reçus, hein, puis ils nous donnent les reçus, tout ça. Puis à un moment donné, tu reçois un téléphone. Oups, il manquait un reçu d'une pharmacie pour 12,33 $. Est-ce que ça vaut vraiment un gros crédit d'impôt, 12,33 $? On va le voir tantôt, on va faire des petits calculs là-dessus. On parlait aussi du crédit d'impôt pour personnes handicapées, qui peut avoir des retombées monétaires beaucoup plus importantes que juste le crédit d'impôt en tant que tel. On va pas en glisser un mot. On va parler aussi je vais vous parler d'une jurisprudence concernant les greffés. En fait, une personne qui était dialysée et qui par la suite a eu une greffe. On va parler un petit peu d'une jurisprudence. Quand on parle de jurisprudence, ça veut dire que la personne, dans le fond, elle a été contestée par l'Agence du revenu du Canada. Elle a été refusée aux oppositions. Puis elle a dû aller en cours pour, dans le fond, essayer de voir si elle avait raison ou non. Et c'est le tribunal, donc, qui a décidé dans cette décision-là. Je ne vous en parle pas tout de suite. Je vais vous garder toute la soirée avec moi. On a 3 heures, Mme Néron. Alors, donc, pas tout à fait. OK, on va essayer de plus court que ça. Mais bref, on va parler de cette jurisprudence-là qui peut avoir une incidence. Et en terminant, on va parler aussi de certains crédits d'impôt. Moi-même, parce que dans le fond, je suis un petit peu plus loin de la saison d'impôt. Vous savez, quand on commence dans les bureaux de comptable, on fait des rapports d'impôt des particuliers. Puis quand on vieillit, ben là, on s'éloigne un petit peu de ça. Fait que là, quand j'ai accepté de faire la présentation, ben là, j'ai découvert des différents crédits d'impôt qu'on ne réclame pas souvent. Alors, je vais vous les mentionner. Vous allez voir un petit peu les critères. Ça s'applique, ben, vous pouvez dire à votre comptable, hey, j'ai entendu parler de ça. Ou quand vous allez faire votre propre rapport d'impôt, vous allez peut-être faire la recherche pour trouver ça. Donc, bref, c'est un petit peu le topo de la soirée qu'on va faire ensemble. Là, il ne bouge pas, puis il devrait bouger. OK. Donc, j'ai un petit peu parlé de... en fait, le but de la présentation, évidemment, c'est d'adapter la présentation à votre situation, à la vôtre ou à quelqu'un que vous connaissez. Donc, personne qui souffre ou qui bénéficie de l'hémodialyse ou qui sont peut-être des prix ou des postes greffés. La semaine passée, j'en ai donné une présentation à des personnes, un genre de présentation, mais des personnes qui souffrent de diabète de type 1. Et il y a des particularités aussi. Il y a un tronc commun de choses qu'ils peuvent réclamer, puis peut-être vous aussi.
mais il y a des éléments distinctifs là, qu'eux autres avaient dans leur contexte. La documentation existante. Est-ce que vous avez déjà amusé à regarder, je ne sais pas si on peut s'amuser à regarder les choses d'impôt, mais mettons, est-ce que vous avez déjà regardé quelles étaient les publications qui étaient disponibles, dans le fond, pour vous renseigner sur ce que vous avez la possibilité de réclamer ou non? Bien, je vous dirais que là, j'ai amené juste une partie, dans le fond, de tout ce qui peut exister. C'est juste une partie parce que je deviens paresseux un peu. Je ne voulais pas avoir une valise trop pesante. Mais il y a une foule d'informations qui est disponible, des guides sur les frais médicaux, des guides sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Il y a un paquet d'affaires. Vous avez, par la Fondation canadienne de la maladie du rein, une bonne publication qu'on peut retrouver sur Internet, publication de 2015, qui résume très bien les grands paramètres de ce qu'on voit tantôt. Et aussi, vous avez un guide, très bon guide des mesures fiscales qui concernent, dans le fond, les crédits d'impôt pour les frais médicaux, les crédits d'impôt pour personnes handicapées et toute la panoplie d'aides ou de crédits d'impôt que je vous parlais tantôt, qu'on va voir à la fin. Là. Il en parle, il y a des fiches pour chacun d'eux. C'est ce que je voulais vous mentionner. Là, évidemment, je vous les montre version papier, ça c'est la mienne, je ne vous la donnerai pas. Mais si vous voulez, dans le fond, avoir votre propre copie, là, tout ce que je vous parle, que ce soit la jurisprudence ou toutes ces informations-là sont toutes disponibles. Ici, c'est sur le site de Revenu Québec. Donc, en fait, vous avez le lien, madame. C'est vrai que là, vous le voyez là, mais... Mais moi, j'ai une chose à ajouter que j'ai oublié de mentionner. Il y a une captation qui se fait de votre conférence, donc ce soir. Et toute la conférence, on va la mettre sur le site web de la Fondation ensuite. Donc, ça va pouvoir, si vous voulez, retourner la voir, retourner pour avoir peut-être des références là, et des liens. Vous allez avoir accès à ça, peut-être dans une quinzaine de jours que ce soit disponible. Très bon point, parce qu'effectivement, si vous voudriez prendre en note l'adresse, mettons, c'est un peu long à prendre, là. Mais toutes les informations, effectivement, ce que j'ai là entre les mains, à partir duquel on a préparé la présentation, tout est disponible. En fait, le problème, c'est pas de ne pas avoir assez d'informations, c'est peut-être d'en avoir trop, parce qu'à un moment donné, là, ça tombe. Alors donc, ce guide-là, il est quand même très bien fait pour résumer, finalement, un ensemble d'aides, en fait, il y a des fiches là, dans ce guide-là sur les aides fédérales et provinciales qui peuvent concerner, donc, encore une fois, les mesures pour les différents crédits d'impôt remboursables ou non remboursables. Il y a 34 fiches, donc 34 sujets différents qui peuvent vous toucher de près ou de loin. Alors, je vous invite évidemment, si la chose vous intéresse, à prendre connaissance de ce guide-là, notamment. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres documents d'information que vous allez retrouver sur le site de l'Agence de Revenu du Canada ou de Revenu Québec pour vous aider à voir clair ou que votre comptable voit clair dans tout ça, parce que c'est un peu... il y a beaucoup de choses à considérer lorsqu'on vient pour faire notre rapport d'impôt avec ça. Commençons par quelque chose de plus facile, parce que c'est vraiment purement mathématique. On va regarder les crédits d'impôt pour les frais médicaux. Qu'est-ce que ça donne, des crédits d'impôt pour frais médicaux? Des fois, c'est un peu difficile à retrouver dans une déclaration d'impôt parce qu'on a 4 pages là, et un annexe là, dans lequel on calcule nos différents crédits. Alors, les frais médicaux, dans le fond, ça donne un crédit d'impôt. Donc, quand on a 100 $ de frais médicaux, on n'a pas 100 $ de moins d'impôt à payer. On a un montant qui donnera droit tantôt à un crédit d'impôt, donc à une réduction d'impôt. Alors, la façon dont c'est calculé, vous le voyez à l'écran, le crédit d'impôt, dans le fond, il donne au fédéral, on va faire le Québec tantôt, il donne au fédéral 12,53 %. Si vous regardez votre rapport d'impôt, vous allez voir 15 %. Parce qu'au Québec, on a la particularité qu'on a un abattement. On paye 15 % d'impôt fédéral, mais il nous donne un abattement de 16,5 % de ce 15 %-là. Si j'enlève 16,5 du 15, ça laisse 12,53. Donc ça, c'est vraiment la récompense d'avoir un frais médical admissible, c'est 12,53 au fédéral. Tantôt, on voit qu'au Québec, c'est 20 %. Au fédéral, c'est 12,53. Est-ce que je peux réclamer le premier dollar de frais médicaux à 12,53 % de crédit d'impôt? La réponse est non. La mathématique, dans le fond, la façon de calculer, c'est qu'on prend nos frais admissibles et on soustrait de ça le moindre de deux choses. Le moindre du montant que vous voyez à l'écran, qui est toujours indexé, qui est de 2 352 $ en 2019, ou de 3 % du revenu. Donc, c'est là qu'intervient le revenu.
de la personne. Mais c'est le moindre des deux au fédéral. Vous allez voir, au Québec, c'est différent, mais le fédéral, c'est le moindre des deux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, dans le fond, que si je gagne, on va le faire avec un exemple dans la page qui suit, s'il vous plaît. Donc, puis c'est indiqué à l'écran, c'est souvent réclamé par la personne dont le revenu net est le moins élevé. Pourquoi? Premièrement, pour que le seuil ait moins d'impact, parce que je réduis mes frais médicaux admissibles de 3 % du revenu net. Donc, je vais aller réclamer ça dans le rapport d'impôt de la personne qui gagne le moins élevé pour réduire le moins possible les montants admissibles par ailleurs. Et d'autre part, c'est un crédit d'impôt. 12,53 % du montant admissible, ça a la même conséquence. Si mettons qu'on a 100 $ de frais médicaux admissibles, c'est 12,53 de crédit. 12,53 de 100 $, ça fait 12 $ et 53. C'est aussi vrai pour la personne qui gagne 20 000 que pour la personne qui gagne 1 million. C'est le même crédit. Alors, on va aller voir dans l'exemple qui suit, dans le fond, comment mathématiquement ça se traduit. Je prends un exemple ici, par exemple, d'un couple. Évidemment, il faut faire attention. Là, j'ai dit que monsieur avait 60 000 et madame avait 100 000. C'est correct comme exemple. Et donc, ils ont des frais médicaux pour 10 000 $. Donc, on va aller voir, on va aller traduire ce 10 000 $ là, comment ça va donner de crédit d'impôt, finalement, en bout de ligne. Combien que le gouvernement va supporter de montant de ce 10 000 $ là. Donc, avec la règle qu'on vient de voir tantôt, on prend le total des frais médicaux, moins le moindre de 2 352 ou de 3 % du revenu. Et c'est là qu'on va choisir le revenu le moins élevé. Hein. On se fera pas mal, on se fera pas mal dans le fond, volontairement. Donc, 100 000 ou 60 000, je vais prendre 60 000. Je vais réclamer le crédit d'impôt dans les mains de monsieur. 3 % de 60 000, c'est donc 1 800 $. Donc, 10 000 $ de frais médicaux, moins le moindre de 2 352 ou de 1 800, c'est 1 800. 10 000 moins 1 800, ça fait 8 200 de frais médicaux admissibles. 8 200 à 12,53, ça fait 1 027. Okay. Donc, c'est ça la résultante. 10 000 $ de frais médicaux, avec ces paramètres-là, me permet, dans le fond, d'aller chercher un crédit d'impôt de 1 027 $. C'est un crédit d'impôt non remboursable. Donc, ça signifie qu'il faut que je paye l'impôt par ailleurs pour venir l'appliquer contre ça. Donc, ça veut dire que dans l'exemple qu'il y a là, même si madame gagnerait 1 million de $, monsieur a 60 000, je réclame le crédit d'impôt d'un de monsieur, puis je viens limiter mes crédits d'impôt, mes frais médicaux admissibles, je vais dire, à 1 800 $. Y a-t-il un point que je voulais vous soulever aussi? Ah oui, aussi, on peut réclamer les frais médicaux, dans le fond, pour nous, pour notre conjoint et les enfants mineurs de moins de 18 ans. Puis, il y a aussi une mécanique, mettons que j'ai des enfants ou des personnes à charge. Alors, les personnes à charge, dans le fond, qu'on pourrait réclamer des crédits d'impôt, si vous vous placez dans le centre de votre famille, là, bien, en haut, alors quand on dit on peut réclamer des crédits d'impôt pour les personnes qui nous entourent, placez-vous dans le centre, regardez en haut, votre père, votre mère, père et mère, grand-père et grand-mère. Par en bas, on va aller chercher l'enfant, les petits-enfants. De côté, on va faire frères et sœurs, puis on va faire mon oncle, ma tante, puis les neveux. En fait, tout le monde que vous retrouvez sur la photo de Noël, là, à Noël, c'est pas mal du monde-là, dans le fond, que vous pourriez réclamer les crédits d'impôt. Évidemment, il va falloir regarder pour eux autres, s'ils s'en servent de leur crédit d'impôt pour frais médicaux, bien, ils vont les réclamer dans leurs mains. Mais admettons qu'il n'y aurait pas beaucoup de revenus, vous supportez une partie de ces frais-là, vous pourriez réclamer une partie de ces frais-là en faisant la même mécanique. Vous prendriez leurs frais médicaux à eux autres et vous soustrairiez 3 % du moindre de 2 352 $ ou de leurs frais médicaux ou de leurs revenus qu'ils ont. Donc, ça permet, dans le fond, de venir les réclamer dans votre rapport d'impôt pour des personnes à charge. Évidemment, si on ne veut pas faire effectivement 3 heures de présentation, on pourrait aller voir la définition de personne à charge, là, puis quand est-ce qu'on est à charge, etc. Je vous ai dit un peu, dans la famille, c'est par en haut, par en bas, puis sur les côtés, mais mettons, qu'est-ce qu'une personne à charge, etc. C'est tout indiqué dans la documentation, puis il faut qu'on avance un petit peu, parce que sans ça, il y a tellement de détails à regarder, mais toute la documentation qui est disponible vous explique tout ça. Donc, pour le fédéral, le 12,53, c'est ce que ça représente. Dans la liste des frais médicaux, c'est vraiment long. C'est vraiment très, 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 très exhaustif. Ici, on a
on a fait finalement un genre de listing à partir du folio. Alors, le folio S1, F1, C1, si vous allez sur le site de l'Agence du revenu du Canada, puis que vous faites dans Recherche, S1, F1, C1, vous allez trouver ce folio-là. À l'intérieur du folio, ça c'est le folio, dans le fond, qui parle des différents frais médicaux. Alors, il y en a des pages et des pages. Alors ici, ce n'est pas exhaustif. C'est juste pour vous montrer la panoplie. Les frais médicaux, ce n'est pas juste un frais payé au pharmacien. Quand vous regardez ici, là, les soins de préposés aux soins, les frais de préposés aux soins, les frais de transport ou de déplacement, on va en reparler tantôt, les membres artificiels, les prothèses, les frais pour les produits nécessaires à une incontinence, les frais de soins de la vue, un chien ou autres animaux pour les personnes aveugles ou sourdes. Bref, vous voyez qu'il y a toute une panoplie de frais médicaux, puis il faut vraiment, si vous avez quelque chose qui vient vous aider pour votre condition physique ou mentale, pensez que peut-être qu'il y a quelqu'un, puis vous payez des montants, évidemment, pensez qu'il y a peut-être des frais médicaux qui pourraient être admissibles. Mais encore une fois, je vous invite, si vous avez justement du questionnement sur les frais médicaux admissibles, d'aller consulter ce formulaire-là. Vous allez vous amuser là-dedans. Vous pouvez aussi, évidemment, aller sur le site de l'agence, puis je vous dis, il y en a beaucoup de documentation. Ça, c'est un autre brochure, ça s'appelle Frais médicaux, c'est 2018. Et à l'intérieur de ça, vous allez tout retrouver, effectivement, ce que les gouvernements acceptent comme frais médicaux. Au Québec, maintenant. Au Québec, bien, crédit d'impôt, tantôt, on a parlé de 12,53 fédéral. Là, vous voyez qu'au Québec, c'est 20 okay? Donc, ça peut paraître plus généreux, mais continuons de lire. Donc, appuyé par des reçus, c'est pareil qu'au fédéral. Le montant admissible, c'est le total des frais médicaux payés, moins 3 du revenu familial. Voyez-vous une différence avec une grosse différence? Hein? Tantôt, c'était le moindre de 2352 ou du revenu de la personne qui réclame. Et là, c'est le moindre de 3 c'est-à-dire, excusez-moi, c'est les frais payés, moins 3 du revenu familial. Ça change la donne, ça. Somme réclamée. Bon, ici, la somme est souvent réclamée par la personne qui a le revenu le plus élevé. Mais ça, c'est vraiment aléatoire parce que, comme tout à l'heure, c'est un crédit d'impôt. Alors, 20 de crédit d'impôt pour une personne, 20 pour une personne, c'est pareil. Mais souvent, on va réclamer, dans le fond, pour faire le partage, là, on va réclamer les frais médicaux au fédéral dans les revenus de la personne qui gagne le moins, pour être moins impacté. Puis, on va donner les frais médicaux dans l'autre personne s'il en reste. Parce qu'avec la formule qu'il y a là, ça vient limiter. Là. Dans l'exemple que vous avez au tableau, c'est le même exemple que tantôt. Monsieur gagne 60 000, madame gagne 100 000, puis j'ai toujours 100 000 10 000 de frais médicaux, c'est-à-dire. Alors là, si j'applique la règle, bien, je vais prendre le total des frais médicaux, moins 3 du revenu familial. Donc là, ici, 3 du revenu familial, c'est 160 000. Donc 3 de 160 000, c'est 4 800. Donc 10 000 moins 4 800. Vous voyez, ma base, là, ça tombe à 10 000 moins 4 800, ça tombe à 5 200. Et 5 200 fois 20 bien, vous avez le 1040 qui est là. Okay? Alors, tantôt, je donne l'exemple. Si monsieur gagne 60 000 puis madame gagne 1 million, au fédéral, on n'est pas impacté. On le réclame dans les mêmes monsieur. Au niveau du Québec, si monsieur gagne 60 000 puis madame 1 million, il ne reste plus rien. Okay, donc, oui, c'est 20 par rapport à 12,53, mais effectivement, la base des frais médicaux est réduite à cause de ce calcul-là. Au niveau du Québec, vous avez également, je pourrais vous le montrer, mais c'est des feuilles, là. Donc vous avez également des documents qui viennent vous démontrer c'est quoi les frais médicaux. Alors le IN Prévision 130 QC, donc ça, vous allez retrouver ça sur le site de l'Agence du revenu du Québec. Et là-dedans aussi, vous avez tout le descriptif des frais médicaux que vous pouvez envisager de réclamer. Pour certaines personnes également qui ont peu de revenus, on peut aller chercher également, quand on a beaucoup de frais médicaux, peu de revenus, un crédit d'impôt remboursable. Donc, vous voyez la nuance avec tantôt. Tantôt, c'est un crédit non remboursable. Ça veut dire qu'il faut que je paye l'impôt pour appliquer mon crédit d'impôt comme ça. Ici, c'est un crédit remboursable, ce qui signifie que même si la personne n'a pas de revenus ou pas d'impôt à payer, le crédit que ça va donner va pouvoir être remboursé. Alors, vous voyez un peu les paramètres à l'écran. Le maximum du crédit qu'on peut réclamer au niveau du fédéral, c'est 1 205 $ et au Québec, 1 248 $. Alors, ça, c'est le maximum. Et dans le fond, il y a une condition à rencontrer.
il faut que votre revenu de travail, c'est le revenu de travailleur autonome ou de salaire, soit égal à supérieur à 3 080 au Québec puis 3 645 au fédéral. Donc, ça demande un seuil minimal de revenus. Et à partir d'un certain seuil, 23 300 au Québec puis 27 639 au fédéral, on vient réduire le montant de notre crédit d'impôt de 5 %. Alors, c'est le même raisonnement, là, le crédit d'impôt, dans le fond, on calcule les crédits d'impôt, c'est-à-dire les frais médicaux, on les prend, et on prend 25 % de ça. C'est peut-être pas indiqué à l'écran, mais on prend 25 % des frais admissibles. Alors là, on a notre montant, et de ce montant-là, dans le fond, on va venir calculer notre crédit d'impôt, puis on va venir le réduire si on dépasse le solde qui est indiqué au tableau. C'est vraiment applicable pour des personnes à faible revenu, comme vous voyez, parce qu'à partir de 23 000 ou 27 000, on commence à réduire et éventuellement on perd tout le crédit d'impôt. Il ne faut pas gagner beaucoup pour y avoir droit. Les frais médicaux payés, normalement, les frais médicaux se payent sur une base d'année du calendrier. Donc, on ramasse nos reçus, dans le fond, pour ce qu'on a dépensé du 1er au 31 décembre. Sauf qu'on peut effectivement faire un choix de changer cette période-là. Alors, par exemple, si une personne tombe malade, vraiment gravement malade en septembre, puis c'est de septembre à juin, mettons, en septembre 2019, on tombe bien malade, puis on paye beaucoup de dépenses, puis on paye des dépenses jusqu'en juin 2020. Si on est sur une base d'année de calendrier, je vais aller chercher mes dépenses dans la première année de septembre à décembre. Je vais aller chercher ma dépense de janvier à juin pour la deuxième année, puis avec les seuils de réduction, je vais être impacté 2 fois. Alors, la loi nous permet, dans le fond, de venir prendre une période de 12 mois qui se termine dans l'année. Donc, ça signifie que, mettons, en 2019, je pourrais dire, je ne réclame pas mes frais médicaux. Et dans l'année 2020, ben, je vais réclamer les frais médicaux pour la période, mettons, du 1er septembre 2019 au 31 août, mettons, 2020. De sorte que j'ai une période de 12 mois qui se termine dans l'année. Et là, je vais venir ramasser tous les frais médicaux ensemble. Un coup que mon 3 % du revenu net est enlevé, bien, tous les autres dollars de frais médicaux vont être admissibles. Donc, c'est une façon, dans le fond, de venir tenter de maximiser, finalement, la base en question. Tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'il y avait beaucoup de frais qu'on ne pense peut-être pas nécessairement que ce sont des frais médicaux admissibles dans la liste qu'on a vue tantôt rapidement. Ici, on a des exemples de frais de transport ou de déplacement. Donc, ça peut faire partie, effectivement, vous voyez, là, des frais médicaux admissibles. Donc, vous avez ça, encore une fois, dans le document ici qui s'appelle S1F1C1. Alors, on parle, par exemple, des frais de transport en ambulance pour aller ou pour revenir de l'hôpital. C'est des frais admissibles. Lorsque, par exemple, je rencontre certaines conditions, les conditions étant que je dois me déplacer pour obtenir des frais médicaux à un endroit qui est situé à au moins 40 km de l'endroit où je demeure. Il est impossible d'obtenir les services médicaux dans la localité où je demeure. L'itinéraire est relativement direct, c'est indiqué comme ça, et les frais sont raisonnables dans les circonstances. Donc, autrement dit, une personne, par exemple, je ne sais pas moi, de l'apocatière qui viendrait faire une intervention à Québec, parce que les frais, l'intervention en question ne se fait pas à l'apocatière, donc il se déplace pour plus que 40 km. Alors, à ce moment-là, les frais de transport pourraient être admissibles. En fait, il y a 2 types de dépenses là, admissibles, comme frais médicaux. Quand je me déplace pour plus de 40 km, on parle des frais de transport. Donc, les frais de transport pourraient être taxi, autobus ou transport adapté. Ou, dans certains cas, si c'est plus que 40 km et que l'entreprise de transport n'est pas immédiatement disponible, ça c'est une question de fait pour déterminer s'il y a urgence à ça, alors on pourrait aller avec une dépense d'auto. Les dépenses d'auto, bon, ici, si c'est des frais de transport, c'est le montant payé pour l'autobus ou le train. Les frais d'automobile, on pourrait réclamer sur une base de 53 cents du kilomètre. Les stationnements seraient aussi admissibles. Toujours dans le contexte où si vous demeurez à Sainte-Foy puis vous allez au Chute, vous payez le stationnement, c'est pas bon. C'est dans le contexte où on rencontre les conditions que je l'ai mentionnées, du déplacement pour plus que 40 km, puis que les services ne sont pas rendus dans votre localité. Donc ça, c'est les frais de transport ou les frais d'automobile. Puis dans le cas où vous vous déplacez pour plus que 80 km, vous auriez droit aux frais de transport, aux frais d'auto et aussi aux frais de déplacement. Donc les frais de déplacement, on parle ici des frais d'hébergement, par exemple,
évidemment appuyé par des reçus. Dans certains cas, les repas puis le stationnement. Alors ici, l'assiette de dépenses admissibles est plus large. Mais évidemment, il faut rencontrer des critères. Vous comprendrez qu'ils ne vous donneront pas mettons, un crédit d'impôt pour frais médicaux pour n'importe quel type de frais de déplacement. Alors, il va falloir, si vous voulez réclamer ça, il est nécessaire de démontrer que le logement est nécessaire, le logement parce que, on va parler, il est nécessaire en raison de la distance parcourue ou de l'état du patient à déplacer et non uniquement par souci de commodité. Il ne faut pas que ce soit juste agréable et utile d'aller, mettons, prendre un hôtel, une chambre d'hôtel à un endroit parce que c'est commode. Il faut vraiment respecter ces critères. Donc, évidemment qu'il y a des critères à rencontrer. L'objectif de ce soir, c'est beaucoup plus de vous sensibiliser au fait que quand vous engagez des dépenses pour votre santé, sous différentes formes, bien, pensez que peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait être à considérer. Ici, on parle de la construction ou la transformation d'une résidence. Alors, vous comprendrez qu'on ne vous donne pas un crédit pour frais médicaux parce que vous construisez une maison. Alors, il y a une foule de conditions à rencontrer, bien évidemment, mais on pourrait réclamer dans les frais médicaux les frais de construction. On parle ici de frais de rénovation, de transformation de la résidence principale de la personne ou les frais supplémentaires liés à la construction qui ont été payés pour lui permettre d'avoir accès ou de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de vie quotidienne. C'est quelque chose qu'on pourrait voir facilement. Une personne est en fauteuil roulant, puis on doit, par exemple, abaisser les comptoirs ou élargir des corridors. Bon, vous savez, adapter la résidence principale, dans le fond, en fonction de la situation physique de la personne. Donc ça pourrait éventuellement entrer là-dedans. Toujours dans le circulaire S1, F1, C1 que je vous ai parlé tantôt, vous avez un bon descriptif là, de ce que ça comprend. Aussi, dans la publication frais médicaux ici, là aussi, vous avez un texte, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais construction et rénovation. Donc, ce que je dis là, en abrégé, vous l'avez aussi dans ces documents-là. Encore une fois, l'objectif, c'est de vous sensibiliser pour que vous pensiez que ça existe. Parce que si on va dans le fin détail et aller voir toutes les mille conditions que ça requiert, ça va être trop long, mais sachez que ça existe. Dans le fond, la condition, c'est le deuxième paragraphe, là, la condition pour pouvoir réclamer certains frais de construction de transformation. On dit, vous pouvez inclure dans le frais médicaux les dépenses de rénovation de transformation si les dépenses ne sont pas d'un type ayant normalement pour effet d'augmenter la valeur. Donc, on ne pourrait pas, dans le fond, capitaliser pour augmenter la valeur de la maison, puis après ça, à cause de ça, vendre plus cher, puis avoir eu un crédit d'impôt sur ces dépenses-là, puis aller leur chercher en plus-value. Alors, normalement, c'est un critère à regarder. Et l'autre, c'est que des personnes jouissant d'un développement physique normal, n'ayant pas de handicap moteur grave et prolongé, n'auraient pas pu faire de telles rénovations ou de telles transformations. Ce qui nous préoccupe peut-être un petit peu plus, c'est les frais pour reliés à la dialyse à domicile. Et là, j'ai trouvé fort intéressant la publication de la Fondation canadienne de Turin. Parce que ce que vous avez là ici, dans le fond, c'est un résumé de ce que vous avez trouvé là-dedans. Alors, encore une fois, ça, c'est disponible sur le site de la Fondation. Alors, si vous l'avez peut-être déjà en main. Donc, ce qui est indiqué ici, vous le savez peut-être déjà. Donc, on fait un petit résumé là, des dépenses reliées à la dialyse à domicile. Les particuliers qui ont installé un appareil d'hémodialyse à leur domicile peuvent déduire les frais suivants. Là, vous le voyez à l'écran. Les frais de réparation ou d'entretien du rein artificiel et le coût du matériel destiné à l'appareil, les dépenses d'eau et d'électricité nécessaires au fonctionnement de l'appareil, les frais engagés pour loger l'appareil, taxes municipales, assurance, chauffage, éclairage, énergie, etc., mais non l'amortissement. Si vous consacrez une pièce de votre domicile à l'entreposage du matériel de dialyse ou pour y effectuer la dialyse dans un endroit calme et sanitaire, vous pouvez être admissible à la déduction d'une partie des frais d'exploitation de la résidence. Alors, là, on donne l'exemple. C'est tiré directement du document de la Fondation des maladies du rein. Une demeure, mettons, de 6 pièces. Vous en utilisez une à titre de chambre de dialyse. On pourrait réclamer 1/6 des frais admissibles. De plus, d'autres déductions possibles peuvent être envisagées. Ajout, rénovation, modification, téléphone supplémentaire. Bon. Bref, je passe rapidement dessus, mais dans la documentation, si vous voulez avoir vraiment le fin détail, là, vous pourriez le voir. Sont aussi admissibles les frais nécessaires et inévitables pour le transport des fournitures destinées aux reins artificiels
si le fournisseur, mettons, ne vous les livre pas. Alors là, il y a des conditions, vous voyez, là, que la résidence doit être au moins... la distance entre la résidence du patient et le lieu d'approvisionnement le plus proche est d'au moins 40 km. Le moyen de transport utilisé est le plus économique. La quantité de matériel obtenu est suffisante pour durer une période raisonnable. Donc, il y a des programmes, évidemment, qui sont offerts par différentes provinces. Fait que c'est sûr que si on a une aide d'une province, bien, on devrait venir réduire, effectivement, le montant de la subvention obtenue des dépenses par ailleurs admissibles. Dans le cas de transplantation, pour ceux qui ont eu une greffe de moelle osseuse ou d'organes, là aussi, vous avez dans la même brochure qu'on a vu tantôt à la page 5, là, des commentaires qui sont là, c'est-à-dire que les dépenses raisonnables, y compris des frais judiciaires, des primes d'assurance qu'un patient qui requiert une transplantation de la moelle osseuse ou d'un organe, un rein, mettons, paie pour la recherche d'un donneur compatible. Pour les préparatifs de la transplantation, ce sont des frais médicaux admissibles. Les frais raisonnables de déplacement, de pension et de logement qui sont payés pour le donneur et pour le patient aux fins de la transplantation sont aussi admissibles. Les dépenses de même nature engagées aux fins de la transplantation par une personne qui accompagne le donneur et pour une personne qui accompagne le patient sont également des frais admissibles. Vous voyez que ça couvre quand même assez large comme possibilité. Donc, crédit d'impôt pour personnes handicapées. Alors là, on a quitté la session des crédits d'impôt pour frais médicaux, qui donne droit à un crédit d'impôt qu'on a vu tantôt de 12,53 d'un bord, puis de 20 de l'autre. Et là, on va aller discuter dans le fond du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ce crédit d'impôt-là, dans le fond, il est offert à des personnes qui rencontrent certains critères. Alors, pour peut-être certains parmi vous, vous avez peut-être déjà demandé à votre médecin de compléter les fameux formulaires. Les numéros sont inscrits ici, T2201 et TP 752.0.14. Donc, c'est dans ce formulaire-là que le médecin atteste que vous avez une déficience grave et prolongée qui limite de façon importante de façon marquée vos activités quotidiennes. Alors, évidemment, quand on prend le questionnaire en question, que le médecin regarde, crédit d'impôt pour personnes handicapées, bon, bien là, quand on demande au médecin d'attester l'handicap, les premiers handicaps qu'on indique, bien, est-ce qu'on parle de la vue, du parler, entendre, marcher, évacuer, se nourrir, s'habiller, les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie quotidienne? On n'est pas là. Par contre, on va être dans la dernière section, les soins thérapeutiques essentiels. Donc, si vous êtes une personne qui doit subir une dialyse, dans le fond, régulièrement à chaque semaine, c'est là que vous pouvez entrer, dans le fond, pour réclamer ce crédit-là. Donc, les soins thérapeutiques essentiels, c'est le médecin qui vient affirmer que vous rencontrez les critères. Le critère important, puis pour avoir parlé, avoir fait la présentation la semaine passée pour les gens qui souffrent de diabète type 1, c'est ce critère-là, dans le fond, qu'eux autres ont de la misère à rencontrer. C'est le critère du 14 heures et du 3 fois semaine. Autrement dit, dans la loi, on nous dit qu'il faut rencontrer deux critères. Là, c'est sous forme de question au médecin. Votre patient a besoin de ces soins thérapeutiques essentiels pour maintenir une fonction vitale, même si ces soins soulagent ses symptômes. Okay, ça, c'est le premier critère. Vous avez besoin des soins thérapeutiques essentiels pour maintenir votre fonction vitale. C'est une dialyse, je pense que ça rentre là-dedans. Deuxième critère, votre patient a besoin de soins thérapeutiques au moins 3 fois par semaine pour une moyenne d'au moins 14 heures par semaine. Le Québec dit 2 fois par semaine. Le fédéral demande 3 fois par semaine. Mais c'est 14 heures. Alors, 14 heures en moyenne. Et pour avoir parlé de jurisprudence qui concernait les personnes diabétiques, bien, il y a eu de la jurisprudence qui a fait que, quand on parle de jurisprudence, on se comprend bien, là, il y a des personnes qui ont réclamé, mettons là, je pense aux diabétiques, je reviens pour. Ils ont réclamé le crédit d'impôt pour personnes handicapées en disant je respecte ces critères-là parce que j'ai besoin de soins thérapeutiques essentiels pour, comme on disait tantôt, maintenir une fonction vitale pour vivre. Et il y a un vérificateur de l'impôt qui a regardé ça et qui a dit ben, tu ne respectes pas le critère du 14 heures. Il s'est opposé, il est allé en opposition parce que le premier niveau d'appel, c'est d'aller au ministère puis d'aller en opposition. Puis cette personne-là a perdu en opposition. Puis là, il a dû sortir de part, il est allé devant le tribunal pour dire, trancher, dites-moi si j'ai droit au crédit d'impôt. J'ai 2-3 causes où est-ce qu'effectivement les personnes souffrant de diabète de type 1 ont été refusées à l'impôt et ont été acceptées
en cours. C'est plate d'être obligé d'aller en cours, dans le fond, pour faire valoir ses droits. Et quand je faisais la présentation, pour me renseigner encore davantage sur le sujet, je suis allé lire le rapport. Il y a eu un comité qui a été mis en place par le gouvernement, comité consultatif des personnes handicapées, qui s'intitule « Favoriser l'accès aux mesures fiscales pour les personnes handicapées ». Donc, ils ont créé un comité qui regarde, dans le fond, l'aide qui est apportée aux personnes dites handicapées pour voir s'il y a des recommandations qui peuvent être faites. Et dans ce document-là, il est fort intéressant à lire, là, que vous pouvez trouver encore une fois sur Internet. Dans ce rapport-là, dans le fond, ils font référence au critère du 14 heures. Ils parlent des diabétiques, puis là, ils parlent du critère du 14 heures. Et c'est là que j'ai appris que finalement, quand le législateur a mis dans la loi le critère du 14 heures en moyenne, puis du 3 fois semaine, c'est en fonction des personnes qui doivent subir une dialyse. Donc, ce critère-là qui a été mis dans la loi était à la lumière des personnes qui souffrent de dialyse. Fait que quand tu viens pour prendre ce critère-là puis l'appliquer à une autre maladie grave, ben là, 14 heures, tu sais, c'est pas évident tout le temps. Là, tu sais. Moi, j'ai une personne au bureau, une associée, que son fils a été diagnostiqué en diabète de type 1, puis c'est du 24 heures par jour. Il n'est pas tout le temps 24 heures par jour avec lui, mais pendant 24 heures par jour, il faut que tu mesures ton taux, puis il faut que tu sais, selon les activités que tu fais, vous comprenez? Hein? Selon les activités que tu fais du sport, tu manges trop, tu manges pas assez, tu es stressé, etc. Il faut que tu mesures, donc c'est constant. Sauf que ça ne fait peut-être pas 14 heures. Bon, alors que dans le cas de la dialyse, ben, c'était plus facile, effectivement, à démontrer que vous devez subir la dialyse. Poser une question? Oui, vas-y. Alors, par rapport au diabète de type 2, bien, ça, c'est pas pareil. Parce que là, dans le fond, c'est. Non, parce que c'est une médication. En fin de compte, que c'est. Mettons, tu prends tes. En tout cas, moi, je connais ça. Je suis juste fiscaliste. Mais type 2, je comprends que c'est moins. Tu sais, expliquez-le, moi. c'est le même principe, sauf que, en fait, type 1, c'est parce que c'est à la naissance, souvent. Type 2, c'est en cours de route. Ah oui, mais je n'ai pas compris ça comme ça. J'ai compris que le type 1, c'était vraiment, là, c'était un suivi vraiment constant du type 2, que c'est contrôlé. Mais c'est contrôlé par ton alimentation ou par l'insuline. Il faut que tu prennes tes taux pour voir si justement. Mais j'ai compris. En tout cas, quand mon associé me parlait de son fils, elle me disait que le plus grave, c'était le type 1. Oui. OK. Sûr. Monsieur? Oui. Le type 1, c'est plus grave. Mais le type 2, il est obligé d'avoir des prises de sang 4 fois par jour, tous les repas, puis avoir un suivi de son taux de sucre dans le sang. Donc, si on rentre dans ça, je crois. Ben, la jurisprudence que j'ai vue pendant tout le temps de diabète type 1. Que j'en ai pas vu Alors, je ne sais pas si, mettons, un médecin qui aurait un patient qui serait de type 2 compléterait le formulaire. Tu sais, parce que le critère du 14 heures, je vous dis, il tient une 5 heures. Ben, il n'y a pas le choix, il est dans la loi. Tu sais, là, on n'est même pas dans l'interprétation. Tu sais, quand on parle du 14 heures 3 fois semaine, ce n'est pas de l'interprétation du fonctionnaire, c'est dans la loi. Il est obligé de respecter ça. Alors, je ne sais pas si le type 2 met autant de temps à... Mais où vous êtes pas là, vous êtes dans une autre maladie. Là, Les deux. Les deux. Bon. Puis là, je vais juste ramener une question, parce qu'en fait, c'est en lien, vous dites que toute la loi est faite en lien avec toutes les gens. C'est ce qu'il disait. En dialyse, hémodialyse, etc. Mais ce que vous dites, c'est que ça peut se transférer aussi au niveau de la dialyse, du diabète. Ah oui, tout à fait. Ils n'ont pas mis en place une règle fiscale pour dire les personnes qui souffrent qui ont la dialyse, c'est vous autres qui avez le droit de crédit d'impôt, pourquoi les autres? Non. C'est des critères standards, généraux. Quand on parle des soins thérapeutiques essentiels, là, ça couvre autant le diabète que la dialyse. Maintenant, est-ce que le type 2 entre dedans? Il faudrait voir. Je ne l'ai pas vérifié. Puis, oui. Ça veut-tu dire qu'on pourrait réclamer des montants pour handicap, pour le diabète, des montants pour la maladie du rein? Non. Mais je ne sais pas si vous l'avez complété, ce questionnaire-là. Parce que si vous dites, mettons, OK. Bon, parce que j'allais dire, si, mettons, vous dites, ben, moi, j'ai
à la fois, mettons, besoin d'une dialyse et je souffre de diabète, bien, on va le voir dans une acétate tantôt, quand on a, mettons, plusieurs, mettons, handicaps comme ça, qui finalement, la somme de tout ça, en hypothèque votre vie, vos activités quotidiennes, bien, ça peut vous donner accès justement au crédit d'impôt. Alors, on va le voir dans une acétate qui va. Non, il n'y a pas de problème, monsieur. C'est parfait. Donc, ces critères-là, ce sont ces critères-là qui sont souvent les plus questionnés, les critères du 14 heures puis du 3 jours semaine, là, pour avoir accès à ce crédit d'impôt-là. Le crédit d'impôt, il donne quoi? C'est pas... Oui, il y a des valeurs, là. Quand on regarde ici, au Québec, c'est un crédit qui peut donner 678 pièces. Au fédéral, c'est un crédit qui peut donner 1055 pièces. Puis au fédéral, il y a un crédit non remboursable supplémentaire pour toute personne handicapée qui est âgée de moins de 18 ans, là, qui peut donner 615 pièces. Donc, si on regarde les chiffres, 1055 puis 678, ce n'est pas des montants faramineux. Sauf que quand on remplit ces critères-là, d'avoir accès à quand on a ce certificat-là de personnes qui rencontrent les conditions pour être vues comme étant une personne handicapée, bien, ça peut donner lieu à d'autres, pas des avantages, mais d'autres incitatifs qu'on retrouve dans d'autres lois. Là, ici, on parle dans le fond il y a des critères qui sont propres à d'autres organisations, comme Québec, la CUR, la Régérante, la SAP. Mais tantôt, on voit aussi que quand on a ce certificat-là, bien, ça va peut-être donner droit à d'autres avantages, d'autres incitatifs que je vais voir un petit peu plus loin. Donc, ce n'est pas juste ces montants-là, dans le fond, qui vont avoir un impact si on rencontre les conditions du fameux formulaire. Donc, grosso modo, les conditions à rencontrer, ce que la loi demande, c'est dire d'être limité de façon marquée dans les activités de la vie quotidienne. Limité de façon marquée dans ces activités de la vie quotidienne ou avoir besoin de soins thérapeutiques essentiels. Donc, on peut prendre des extrêmes. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, premier critère, à être limité de façon marquée dans ses activités de la vie quotidienne. Probablement, il n'y aurait pas de misère à avoir le certificat. Dans le cas de personnes comme vous qui marchez et qui vivez, peut-être c'est pas là c'est pas là que vous allez dire je remplis le critère, ça va être dans l'autre. Vous avez besoin de services ou de soins thérapeutiques essentiels pour votre survie, dans le fond. Donc là, à ce moment-là, vous pourriez rentrer dans ce critère-là. Alors, ce qu'on voit à l'écran, le particulier qui a une ou plusieurs déficiences graves ou prolongées des fonctions mentales ou physiques, quand on les additionne, si l'addition de tout ça fait en sorte que là, on entre dans la section d'être limité de façon marquée dans nos activités de vie quotidienne, là, on pourrait qualifier. En fait, c'est le budget de 2005 qui sont venus ajouter ce critère-là. Dans le budget 2005, on a dit ceci. Ça va peut-être vous aider à voir, quand on parle de cumul, on dit, ben, pour moi, le budget disait ça, au terme des critères actuels d'admissibilité au crédit d'impôt, en particulier doit être limité de façon marquée dans au moins une activité courante de la vie quotidienne. Dans les faits, le particulier doit toujours ou presque être incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne ou avoir besoin d'y consacrer un temps excessif. Par exemple, il serait incapable de marcher, sera sourd ou devra s'alimenter par gavage. Ça, c'est la première situation. Suite aux recommandations du comité consultatif technique, parce qu'il y en a eu un autre comité consultatif pour les personnes handicapées qui avait été mis en place en 2003. Alors, suite à ces travaux-là, le budget, il a pris connaissance de ça. Suite aux recommandations donc, du comité consultatif, il est proposé dans le budget, donc en 2005, on est mis mettre dans la loi ces mesures-là, il est proposé d'étendre l'admissibilité du crédit d'impôt aux particuliers ayant une ou des déficiences graves et prolongées des fonctions mentales et physiques et qui sont limitées de façon importante. Le critère de base, c'est d'être limité de façon marquée dans ces activités de la vie quotidienne. Et là, ils disent, on va étendre ça à des personnes qui souffrent de déficiences graves au pluriel et qui sont limitées de façon importante dans plus d'une activité courante de la vie quotidienne au sens de la loi de l'impôt, si les effets cumulatifs de ces limitations correspondent au fait d'être limité de façon marquée. Donc, si c'est assez important pour que la somme des deux fasse que ça devienne limité de façon marquée, là, je pourrais qualifier. Peut-être, pour illustrer, ça sera plus facile, l'exemple qu'il donne. Par exemple, suite à cette modification, un particulier pourrait être admissible au crédit d'impôt s'il est atteint de sclérose en plaques, qu'il éprouve continuellement de la fatigue ou des états dépressifs ou des problèmes d'équilibre, et que la combinaison de ces limitations
entraîne un effet équivalent à une limitation marquée dans une activité quotidienne de sa vie. Vous voyez? Alors, la personne souffre de sclérose en plaques. La personne, à cause de ça, dépressive, fatigue, etc., l'effet combiné de ça fait en sorte que là, c'est important dans chaque chose qui est limitée, c'est important, mais là, la somme de ça fait en sorte qu'elle est limitée de façon marquée dans cette activité quotidienne et ça pourrait lui permettre de qualifier pour le fameux crédit d'impôt en question. Donc, c'est beaucoup de petits détails, évidemment, qu'on passe rapidement, puis on pourra prendre le temps de lire tout ça, puis ce sera plus complet, mais je vous invite, si ça allume quelque chose chez vous, d'aller voir ces documents-là. Bon, la capacité d'accomplir plus d'activités courantes de vie quotidienne est limitée de façon importante. Ces effets cumulatifs, je viens de dire, sont équivalents au fait d'être limités de façon marquée. Le particulier doit fournir à l'ASE une attestation du médecin, donc c'est le fameux formulaire que j'avais en main tantôt, là, T2201 et PP 752.5.14. La capacité d'accomplir plus d'activités de la vie quotidienne limitée de façon marquée ou le serait en l'absence de soins thérapeutiques qui sont essentiels au maintien d'une fonction vitale du particulier et qui doivent être administrés au moins 3 fois semaine pendant une période d'au moins 14 heures en moyenne. Et comme je vous disais, le Québec, on parle de 2 fois semaine. Lorsque Newton a vu une pomme tomber, la pomme était dans l'arbre, elle a tombé. Ça, c'est en 1700 quelque chose. Quand aujourd'hui, vous regardez une pomme tomber, elle tombe encore par en bas. Ça, c'est la gravité. La gravité, c'était vrai là, c'est encore vrai aujourd'hui, puis ça va être vrai demain. La loi de l'impôt, ça a été créé en 1917. Ça vient de fêter son 100e anniversaire. Je ne le sais pas parce que j'étais là en 1917, parce que je l'ai lu, hein, que ça a été créé, c'est l'impôt de guerre. Okay? Puis au cours des années, évidemment, l'impôt de guerre s'est transformé. C'est devenu un impôt permanent. Puis on en paye tout. Puis je l'avais pas lu, c'est une petite pochure grosse de même. La loi en 1917, c'est gros de même. Aujourd'hui, quand je traîne ma loi de l'impôt, c'est gros de même. Alors, ça a évolué. Puis évidemment, c'est écrit par des humains pour être appliqué par d'autres humains. Puis c'est les mots. Donc là, il faut comprendre les mots. Les mots, on peut les interpréter différemment. C'est toute l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Si tu es du côté du contribuable, tu vas l'interpréter à ta faveur, puis du côté du ministère, ils vont l'interpréter à leur faveur. Et c'est là qu'interviennent les tribunaux. Parce que s'il y a un différent, effectivement, dans l'interprétation d'une disposition, les mots qu'on vient de lire tantôt, c'est sûr que si on parle d'un chiffre précis, 14 heures, 3 fois semaine, il n'y a pas beaucoup de... Mais tu sais, limité de façon marquée, limité de façon importante. Là, tu sais, c'est peut-être plus subjectif. Et c'est là que les tribunaux embarquent. Dans la page que vous avez ici, là, on va faire d'abord aux notes explicatives de 2001, où on aurait, dans le fond, on dit, selon les notes explicatives, la loi de l'impôt aurait, entre autres, été modifiée pour permettre aux personnes ayant des graves maladies rénales nécessitant une dialyse de profiter du crédit d'impôt. Donc, c'était nommément, c'était indiqué comme ça. Et c'est de là dont vient le critère du 14 heures par semaine. Là, on réfère à des décisions. Il y en a 3 qui sont indiquées au tableau. Je vais m'attarder sur le Grande D, Grande D. Je peux vous parler aussi, évidemment, de Biron ou de Hughes, mais ce n'est pas nécessairement dans le même genre. C'est-à-dire que Biron, lui, il souffrait, il va falloir que j'aille le lire parce que c'est un mot que je ne prononce pas souvent. Biron, il souffrait de... Ah non, lui, c'est vrai, c'est l'autre, c'est un mot plus dur. Biron souffrait d'apnée du sommeil. D'apnée du sommeil. Est-il admissible au crédit d'impôt? Est-ce qu'il est limité de façon marquée dans ses activités de la vie quotidienne? Alors, c'était ça qui était la question qui était devant le tribunal. Est-ce que vous pensez, à la lumière de ce qu'on vient de se dire, c'est sûr qu'on a passé rapidement les critères, là, mais quelqu'un qui doit, pour y remédier, pour l'apnée du soleil, il doit porter un appareil, il donne le nom de l'appareil, mais il doit porter un appareil la nuit là, pour contrer cette déficience-là. Donc, la question, dans le fond, qu'il faut poser, est-ce que cette déficience-là, ça vient, est-ce que c'est suffisamment grave pour limiter en tout temps ou presque l'activité essentielle de sa vie quotidienne? À la lumière de ce qu'on a dit tantôt, est-ce que vous pensez que porter un masque respiratoire dans la nuit, ça vous permettrait de rencontrer le critère qu'on a vu tantôt?
Si vous étiez juge, vous auriez dit quoi à M. Biron? Oui. Et on a un oui ici. Là. Moi, j'aurais dit non. Vous auriez dit non. Moi, j'aurais dit oui. Vous auriez dit oui. On est dans le subjectif. Tu sais, c'est pas le 14 heures puis 3 jours semaine. C'est limité, ça. Alors, le tribunal a dit non. Donc, non, il dit non. Mais Donc, s'il ne porte pas la nuit, ouais, il mais. peut avoir des problèmes. Tirez pas sur le messager. Moi, je veux juste mais j'avais pensé que vous poseriez. Je vous ai vu tantôt, vous avez posé une question. Et je vais vous répondre. Alors, je vais juste vous lire ce que le juge arrive à contredire. On connaît c'est quoi l'apnée du sommeil, puis le porte masque. Alors, le juge il dit ceci, pour donner sa réponse, pour donner sa décision. Le législateur va utiliser le terme essentiel. Dans le sens juridique, essentiel se rapporte à un élément dont dépend l'existence d'un acte juridique. Dans la même logique, à mon sens, les soins essentiels sont ceux que le patient cesse, que si le patient cesse de les tolérer, il accepte que ses jours prennent fin à brève échéance. Le port du masque respiratoire, ainsi que le nombre de nuits où il est utilisé, est quelque peu à la discrétion du patient. S'il ne le porte pas, sa vie n'est pas en danger immédiat ou prochain. Sa vie n'est pas en danger immédiat ou prochain. À long terme, l'apnée respiratoire peut causer des dommages si une personne ne prend pas les précautions à cet effet. Le port du masque, la médication, l'exercice physique ou la diète. Il ne s'agit pas de soins essentiels au maintien d'une fonction vitale au sens de la loi. Donc, pour lui, ce n'est pas une fonction vitale, ce n'est pas essentiel à ce maintien-là. On dit qu'il pourrait dormir sans masque. Peut-être que ça le malgrainerait un peu, mais ce n'est pas essentiel. Donc, pour M. Biron et pour le juge, M. Biron n'avait pas accès au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Dans le cas de Hughes, c'est un monsieur dont la fille, Gwyneth, était atteinte de phénylcétonurie. Ouais, j'ai eu la même réaction que vous, je ne suis pas certain c'est quoi, mais ça m'a l'air d'être assez. Il fallait faire un suivi là, pour la nourriture, etc. Donc, ils ont fait une. Puis là, je vais revenir tantôt sur cette question-là, parce qu'ils ont fait une demande en juin 2015, elle avait alors 15 ans. Puis, ils ont refusé, l'ARC a refusé en septembre 2015, et en juin 2016, en opposition, ils ont refusé également. Donc, ils ont refusé aux deux endroits. Et là, on s'en allait en cours. Alors, c'est parce qu'on ne connaît pas trop on connaît pas les effets de cette maladie-là, parce que je vais vous poser une question, qu'est-ce que vous en pensez? À moins que vous connaissiez le phénylcétonurie. Alors, ça va l'air être quelque chose de grave. Et dans ce cas-là, le juge est arrivé à la conclusion que oui, elle est admissible, elle est admissible à ça. Mais en conclusion, il disait, cette conclusion ne demeure pas nécessairement inchangée à l'avenir. Ça ne veut pas dire que parce que je te juge admissible là, que tu vas l'être plus tard. Retenez ce commentaire-là dans la prochaine jurisprudence. Elle peut dépendre de la réussite continue de l'effet du cuvant solaire avec la médication qu'elle prenait, ou d'autres produits pharmaceutiques dans le traitement des troubles de Gwyneth. Donc, dans le fond, ils sont arrivés à l'analyse, parce qu'il y a plusieurs pages d'analyse. Alors, ils ont vraiment regardé les limitations que la personne avait à cause de cette maladie-là, dont le nom est difficile à dire, et ils sont arrivés à la conclusion que oui, on respectait les critères, mais bien, si ça change, peut-être qu'on ne pourra plus y avoir accès. Et c'est là que ça m'amène à la décision qui vous concerne, en tout cas, je dis vous en pensant que c'est pour la dialyse, tout ça, l'arrêt Enrico, ça doit être Grande, Enrico Grande, une décision rendue en 2003. Alors, je vous lis les grandes lignes de cette décision-là. En 1989, l'appelant a été informé par son médecin de famille qu'elle était atteinte d'une grave maladie du rein et qu'il allait devoir utiliser un rein artificiel pour effectuer des dialyses. De 1989 à 1994, l'appelant, M. Grande, s'est régulièrement présenté dans une clinique médicale pour obtenir des dialyses effectuées avec un rein artificiel. En juin 1994, donc 1989, il est diagnostiqué. De 1989 à 1994, il subit des traitements. Et en juin 1994, il a reçu une transplantation rénale à l'hôpital Saint-Michael à Toronto. Là, on va lire ce que le médecin a dit par rapport à sa situation après la greffe. Là. Parce que, dans le fond, probablement qu'on a demandé
par lettre du 14 août. Alors, peut-être que c'est l'ARC qui a demandé à l'ARC au médecin de confirmer s'il rencontrait encore des critères. Fait que là, le médecin dit ceci. On m'a demandé de déposer une déclaration portant sur l'état de santé de M. Grandet en ce qui a trait à une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées. La question particulière semble consister à savoir s'il a reçu une thérapie de survie. Point. Je suis un médecin de famille autorisé à exercer, etc. Bon, M. Grandet, il a reçu une transplantation rénale en juin 1994. Depuis, il a de nombreux, c'est important, depuis, il a de nombreux troubles de santé complexes, comme de l'hyperparathyroïdie, qui a exigé une parathyroïdectomie. Je pense qu'elle était, en 1994, une fibrillation auriculaire qui a disparu, des troubles chroniques du foie qui ont exigé la prise de remèdes, des ulcères gastro-duodénaux, des cancers de la peau, un taux élevé de cholestérol et une hypertension artérielle, des polypes du côlon qui ont exigé une colectomie en 1999. M. Grandet a besoin d'une attention médicale constante pour sa greffe du rein. Il prend des immunosuppresseurs à vie. Il donne les noms de ce qu'il prend. À mon avis, pour moi, le médecin, à mon avis, ces traitements ont une constante et leur constante supervision, tant par la clinique qui a effectué la transplantation que par moi-même, constituent des interventions vitales, sans lesquelles il y aurait aucun doute développé des complications mortelles. Il est difficile de répondre à la question particulière de la fréquence et de la durée qui est posée dans la loi. Donc, le médecin me demande, dans le fond, de qualifier, il est-il obligé d'avoir des soins thérapeutiques 3 jours semaine, 14 heures en moyenne? Alors, il dit, il est assez difficile de répondre à la question particulière de la fréquence et de la durée qui est posée dans la loi, car ces interventions sont considérées comme constantes. Et par conséquent, je ne peux les quantifier simplement comme on pourrait le faire pour des dialyses, par exemple. Je dois donc laisser le soin à la Cour de clarifier ce détail d'interprétation. Donc, le médecin, il ne se mouille pas pour dire « oh oui, il respecte le critère du 14 heures ». Il sait qu'il est obligé d'avoir un suivi constant, mais il ne se mouille pas et il dit « à la Cour de décider ». Probablement qu'il a été demandé, dans le fond, une opinion mettons, particulière sur sa situation. Mais vous avez vu tout l'ensemble de maladies et de choses que le monsieur avait, et mais il a été greffé du rein. Lorsque Laplan a commencé à recevoir des dialyses en 1989, il avait demandé un crédit d'impôt pour personnes handicapées pour chaque année d'imposition de 89 à 2000. Donc, de 89 à 2000, parce qu'il y a eu ça. Okay. C'est ça, il a été greffé en 1994, mais il a continué jusqu'en 2000 à réclamer le crédit d'impôt. La question qui était en litige ici, c'était pour 2001. Alors, ils ont peut-être fait abstraction des années précédentes, mais pour 2001, la question, est-ce qu'il y a droit ou non au crédit d'impôt pour personnes handicapées? On se rappelle qu'il n'y a plus besoin de la dialyse comme il y a besoin avant, donc 14 heures, 3 jours. Mais par contre, on voit qu'il est hypothéqué sur plusieurs types de maladies. Je vous pose la question, est-ce que M. Grandet a raison de réclamer le crédit d'impôt pour personnes handicapées? Oui. C'est généreux. La réponse est non. La réponse est non. Alors, excusez-moi. Donc, alors évidemment, puis pour ceux qui seraient intéressés d'aller lire le jugement, c'est disponible sur Internet. Si vous voulez savoir où aller le chercher, vous me le demandez tantôt, je vous donnerai le lien pour aller le chercher. C'est intéressant de lire ces causes-là. Et donc, le juge, il dit, comme les faits mentionnés le soulignent, Laplan a eu besoin de dialyse à la suite de la maladie rénale de 89 à 94, année pendant laquelle il a reçu une transplantation rénale. Il n'a plus reçu de dialyse après la transplantation effectuée en 1994. Donc le juge il dit, j'ai également conclu que pendant l'année 2001, Laplan ne souffrait pas d'une déficience mentale ou physique grave ou prolongée, dont les effets étaient tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de vie quotidienne, au sens prévu par la loi, était toujours ou presque limitée de façon marquée. Pour le critère de la dialyse, c'est derrière lui, il avait été greffé. Donc, il dit, j'ai par conséquent déterminé que pour le calcul de l'impôt payable pour 2001, Laplan n'a pas le droit de demander le crédit d'impôt aux personnes handicapées, mais pour relier une déficience telle que la loi l'indique. Je regrette de ne pas pouvoir donner gain de cause à Laplan, car il est manifeste qu'il a un certain nombre de problèmes médicaux. Cependant, il m'incombe d'interpréter les formulations de la loi.
elle est libellée de façon précise en ce qui concerne les personnes ayant besoin de dialyse, et la situation de la plaine ne correspond pas à cet énoncé. Rappelons-nous qu'on est en 2003. Tantôt, je vous ai parlé du budget 2005 qui est venu dire, si tu n'es pas limité de façon marquée par un effet, mettons, aveugle, ça, mais qu'il y a un effet combiné de plusieurs maladies ou troubles qui sont importants, et que la somme de ça ferait en sorte que tu serais limité de façon marquée, bien là, peut-être que tu pourrais qualifier. Alors, c'est en 2003, puis c'est le budget 2005 que je vous parle. Cette même cause-là, entendue en 2019, est-ce qu'on aurait la même conclusion? Parce que le monsieur, là, j'ai lu un petit peu les types de maladies, il doit être limité de façon importante dans ses activités de vie quotidienne. Il y en a été magané pas mal. Fait que peut-être qu'au lieu d'aller sur le critère des soins essentiels de 14 heures par semaine, 3 jours, peut-être qu'on pourrait dire, c'est l'autre critère que je voulais parler, de combiner dans le fond l'ensemble, comme un peu tantôt on parlait, c'est l'ensemble des maladies qui fait en sorte que, globalement, une par rapport à l'autre, peut-être pas de façon marquée, mais la somme de tout ça fait en sorte que oui, ça peut être. Alors, évidemment, c'est une cause de 2003, mais je pense qu'elle est très pertinente. La personne qui a subi la greffe ne peut plus, par la suite, invoquer le critère du 14 heures, 3 jours, il n'y va plus pour la dialyse. Okay? Donc, il faut peut-être se rabattre sur d'autres critères d'appréciation. Si je comprends bien, les autres critères, c'est s'il y a d'autres maladies en cours de route. Ben, c'est ça, mais tu sais, à moins que, tu sais, suite à ça, je sais pas, ils tomberaient aveugles, ou il y aurait le diabète de type 1, ou tu sais, si maintenant il y avait d'autres maladies qui tomberaient directement dedans, oui. Mais c'est ça, même s'ils ne sont pas en lien, dans le fond, c'est parce que la personne peut être pas au lieu effectivement, au niveau du diabète, au niveau gastrique, ce serait comme une autre demande. Oui, autrement dit, c'est comme si la demande initiale, qui était correcte, parce qu'il souffrait, puis il y avait la dialyse, tout ça, il a rencontré les critères, parfait. Là, il a été dégreffé. Il n'est plus là. Donc, par contre, il rentre peut-être dans un autre secteur où est-ce qu'il pourrait être admissible. Oui, c'est sûr que quand je vous disais tantôt, mettons, pour les crédits d'impôt, quand on a le droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, ça ouvre la porte à d'autres incitatifs ou d'autres avantages ou d'autres mesures fiscales, dans le fond, qui peuvent être avantageuses. Donc, on parle, par exemple, pour des enfants, comme ma collègue dont l'enfant a moins de 18 ans, qui a été diagnostiqué type 1, qui a eu le certificat de personne handicapée, bien, elle a dit, crème, elle a dit, je ne pensais pas à ça, mais j'ai eu droit au, je pense que c'est celle-là, prestation pour personnes handicapées. Elle reçoit, mettons, je pense que c'est 195 pièces par mois du gouvernement du Québec, parce que son fils a été diagnostiqué avec ce fonds-là. Donc, il y a d'autres retombées qui découlent, dans le fond, de ça. Prestation pour enfants handicapés, supplément pour personnes handicapées, de la prestation fiscale pour le revenu de travail, accès au REEI, on va en parler tantôt de minutes, plafond des frais de garde plus élevés, assouplissement pour le régime de permitude, le régime d'accès à la propriété, le REEP, régime enregistré d'épargne. Non, mettons un point d'interrogation pour ça. Montant pour personnes en charge domicile, montant pour personnes en charge pour difficultés incluses, montant pour aide naturelle. Bon, bref, ça ouvre la porte à d'autres possibilités, donc c'est important de s'assurer si on a le droit ou non de l'avoir en tête. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. En fait, tout est intéressant en fiscalité. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, mais moi je trouve que la fiscalité c'est intéressant. Il faut, parce qu'on met la vie d'Adèle et Aboutan. Donc, à l'écran, vous voyez, on parle de rétroactivité. Alors, évidemment, dans les arrêts de jurisprudence, il y en avait une, mettons, une personne diabétique qui avait été diagnostiquée à une année X, puis elle n'avait pas demandé le certificat, puis à un moment donné, elle l'a demandé, puis elle l'a demandé pour 10 ans en arrière. Donc, la loi permet ça. Pour un particulier, dans le fond, si j'avais droit à un avantage fiscal X, comme mettons d'avoir accès au crédit d'impôt pour personnes handicapées, je ne l'ai pas demandé, je peux revenir en arrière puis demander pour une période de demande de redressement pour 10 ans en arrière. Vous avez encore une fois des documents de référence. Et c'est plein de documents. Il y a un autre document qui existe sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Une fois que vous avez envoyé le formulaire T2201, le formulaire qui
atteste de votre déficience, ben, c'est quoi les étapes? Alors là, on parle des étapes. L'ARC examine la demande, puis l'ARC prend une décision, puis si la demande est approuvée, bon, ben, voici ce qui se passe. Et là, ils disent dans la brochure, si votre demande du crédit d'impôt est refusée. Et ça, je pense que c'est important que je vous le dise, parce qu'il y a des fois des gens qui ils font, mettons, ils produisent un rapport d'impôt, puis ils se font contester, mettons, par le ministère, refuser une chose. Ils pensent que parce que le ministère a dit non, ben, le ministère a raison. Et puis qu'on arrête ça là. Mais non, il faut vraiment faire valider est-ce que le ministère a raison si, effectivement, on pense qu'on a des motifs d'être admissible au crédit, que le ministère a dit non, ben, peut-être qu'il faut aller plus loin, puis pousser un petit peu plus loin pour faire revendiquer nos droits. Alors, le ministère, d'ailleurs, il l'indique dans sa brochure, il dit, si votre demande est refusée, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, on dit, si vous êtes en désaccord avec notre décision, vous avez tout de même les options. Première option, vous pouvez nous téléphoner. Bonne chance. Il y a un numéro de téléphone, mais si vous êtes patient, vous allez pouvoir en parler, mais parler à un humain, en tout cas, ça le fait. Donc, vous pouvez leur téléphoner. Deuxièmement, vous pouvez demander un examen de votre demande en communiquant avec nous par écrit. Il y a plus de chances d'avoir une réponse. Troisièmement, vous pouvez envoyer tout renseignement médical pertinent que vous ne nous avez pas encore soumis. Peut-être qu'il manque des informations, peut-être que ça demande des clarifications. Donc ça, ce serait une troisième possibilité que le ministère et finalement, si tout ça ne marche pas, ben, puis que, mettons, vous êtes refusé, donc vous avez produit votre rapport d'impôt, en demandant le crédit d'impôt pour personnes handicapées, ils vous l'ont refusé, vous avez tenté de téléphoner, vous avez envoyé les écrits, ça ne marche pas, bien, vous avez 90 jours pour vous opposer. Okay? Donc ça, c'est bien important. C'est pas juste pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Là. Pour n'importe quelle cotisation que vous recevez, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez 90 jours pour vous opposer. Et ça, c'est le premier pas vers les tribunaux. Peut-être que ça peut se résoudre en opposition. Il y a des dossiers que le cotiseur refuse, on s'en va en opposition, puis on gagne. Il y a bien d'autres dossiers qu'on est refusé au cotiseur, on est refusé en opposition, puis il faut aller en cours. Mais il faut préserver nos droits, et ces droits-là, c'est 90 jours, suivant la date de vie de cotisation. M. Chabot, j'aurais une question. Quand vous parlez de rétroactivité, ça veut dire que, disons, dans les 10 dernières années, si la personne a eu de la dialyse 6 ans et qu'il y a eu donc une greffe, elle peut retourner si elle y pense, bien entendu. Si elle ne l'avait pas au départ, qu'elle n'avait pas demandé le crédit pour personne handicapée, elle peut retourner, même si elle est maintenant greffée, pour obtenir un crédit d'impôt pour ses 6 années de greffe. Dans la mesure où le médecin traitant, par exemple, va compléter le fameux questionnaire, puis dire, regarde, je t'ai diagnostiqué, mettons, en 2000, puis, je sais pas, moi, on est en 2017. Donc, je t'ai diagnostiqué en 2010, puis je t'ai opéré, puis j'ai greffé une fois en 2015. Mais entre 2010 et 2015, tu subissais la dialyse. Puis on n'a jamais parlé, puis bon. Alors, si, par exemple, en sachant ça, vous êtes, de 2010 à 2015, je suis à l'intérieur de 10 ans, j'avais ces droits-là, bien, allez voir le médecin, puis demander de compléter pour attester de votre condition pour les années admissibles. Puis dire, bien, OK, après la greffe, non. À moins d'avoir, comme on dit, dans les effets cumulatifs. Mais pour la période où vous étiez admissible, à l'intérieur du 10 ans, vous n'êtes pas obligé d'être encore dans la même situation pour pouvoir rétroagir. C'est ça. L'important, c'est d'être admissible dans la période que vous voulez revenir. Bon, dans les autres crédits d'impôt, c'est là que je vous disais tantôt que, puis ça va terminer notre tour d'horizon, dans le fond, encore une fois, il faut aller vite. Il y a beaucoup de critères, mais comme je vous dis, il y a tellement d'informations. Si vous accrochez sur un sujet, je vous invite à aller lire là-dessus. Crédit d'impôt pour aidants naturels. Alors, vous avez un crédit d'impôt qui existe au fédéral, puis un crédit d'impôt qui existe également au Québec. Vous avez les paramètres ici. Là. Un particulier peut demander un crédit au fédéral pour aidant naturel à l'égard d'un conjoint, d'un enfant mineur ou d'un proche admissible qui est à sa charge au cours de l'année en raison d'une déficience mentale et physique. Donc, le crédit d'impôt, c'est-à-dire le certificat que vous êtes, mettons, une personne qui a rencontré les critères pour être une personne handicapée, bien ça ouvre droit à une personne qui pourrait être votre aidant naturel. Ça lui donne quoi, l'aidant naturel? Bien, vous voyez, on parle d'un montant de 7 140 $. Pas 7 140 $ de retour d'impôt. 7 140 $ qui va donner droit à un crédit d'impôt de 12,53 $. Puis dans l'autre cas, 2320 pour une personne à charge de moins de 18 ans. Donc au fédéral,
C'est ces montants-là multipliés par le taux de conversion que vous pourriez avoir droit. Vous avez, encore une fois, de la documentation disponible pour vous donner des critères, dans le fond, pour avoir accès au crédit d'impôt pour aidant naturel. Mais quand vous avez une situation où est-ce que, effectivement, vous voyez le sens un peu du terme, là, une personne, un aidant naturel envers une autre personne, vous pourriez avoir droit à ça. Là où c'est plus drôle, je ne sais pas si drôle c'est le bon terme, là où c'est plus particulier, c'est le bon terme, c'est au Québec. Parce que là, autres, ils ont décanté le crédit d'impôt pour aidant naturel en 4 possibilités. La première possibilité, la personne, l'aidant naturel, prend soin de son conjoint qui était incapable de vivre en raison d'une déficience grave et prolongée. Alors, encore une fois, le certificat que je vous parlais tantôt, qui vient attester de cette condition. Donc, la personne prend soin de son conjoint qui était incapable à cause de cette déficience-là des fonctions mentales et physiques. Ça peut lui donner 1032$ pour l'aidant naturel qui s'occupe donc de cette personne-là. Alors, on fait référence à une déficience grave et prolongée. Dans les 4 possibilités, deuxième possibilité. La personne, c'est-à-dire l'aidant naturel, héberge un proche admissible qui a plus de 70 ans au 31 décembre ou qui a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales et physiques. Ça peut donner 1265$. Troisième possibilité. La personne, l'aidant naturel, cohabite avec un proche admissible incapable de vivre seul en raison d'une déficience grave ou prolongée des fonctions mentales et physiques. Il pourrait avoir 1205$. Et, dernièrement, le dernier point, la personne, l'aidant naturel, aide de façon régulière et constante un proche qui a besoin d'assistance pour réaliser l'activité courante de la vie quotidienne. Par exemple, se déplacer, s'alimenter, s'habiller, en raison d'une déficience grave ou prolongée des fonctions mentales ou physiques. Et là, on parle de 542$. Mais ce montant-là pourrait être réduit en fonction du revenu du proche. Okay? Alors, il y a beaucoup de détails, mais vous voyez qu'on peut décanter le crédit pour le crédit pour aidant naturel en différentes variantes. Okay? Il y a des bons documents qui existent sur le site de Service Québec qui viennent décrire ces différents volets-là. Vous avez tout le détail des conditions d'admissibilité et de l'aide que ça peut donner. Renseignez-vous parce que ça, de plus en plus, évidemment, dans notre société, on en a des aidants naturels. Il faut être allumé et dire, peut-être que cet aidant-là peut avoir accès à une aide quelconque. Là où c'est plus... là où on entre dans les particularités encore plus pointues du Québec, on parle d'aidant naturel, le fédéral, il y a ça aussi, mais le Québec, lui, il y a aussi un crédit pour la relève bénévole. C'est quoi la relève bénévole? Alors, les conditions d'admissibilité. Vous avez fourni comme bénévole des services de relève à l'aidant naturel. On est bénévole qui va aider un aidant naturel d'une personne atteinte d'une incapacité significative. On n'a pas reçu de l'aidant naturel un relevé. On a reçu, alors, l'aidant naturel doit émettre un reçu RL 23. Vous n'êtes pas le conjoint de la personne qui reçoit les soins, puis on n'est pas non plus le père, la mère, la frère. Donc, ce bénévole-là peut avoir accès à un crédit d'impôt de 1000$. Puis si on est plusieurs bénévoles, bien, comme vous le voyez, on peut le répartir entre les différents bénévoles. Donc, c'est assez particulier. C'est le bénévole qui va aider donc un aidant naturel. On a d'autres particularités. Un crédit pour un répit à un aidant naturel. Alors là, on dit les conditions d'admissibilité. Vous avez payé pour obtenir des services spécialisés, une personne qui a un diplôme reconnu, de relève pour les soins de garde et la surveillance d'une personne atteinte d'une capacité significative qui avait au moins 18 ans. Bon, puis là, vous avez les définitions. Alors, encore une fois, si vous allez sur les sites de Service Québec, vous allez retrouver tous ces paramètres-là. Il faut être alerte, il faut connaître ces crédits. Il y a une panoplie, mais encore faut-il bien les connaître. Mais ça ici, là, c'est le document qui est référé à la première page de ma présentation. Lui, là, il va vous faire un topo de tout ça. Là, tu sais, je vous envoie, allez voir à gauche, allez voir à droite, ça. Mais lui, là, vous allez voir un bon sommaire de tout ça. Okay? Donc, crédit pour un répit à l'aidant naturel. Lui, il est plus connu, le crédit d'impôt pour maintien à domicile. Donc, une personne qui a plus de 70 ans, dans le fond, qui paye pour des services
Vous voyez en bas, là, les exemples de services que, quand on paye ça, ça peut ouvrir droit à un crédit d'impôt. Alors, les services d'aide à la personne, services reliés aux activités quotidiennes, les services liés au repas, les services de surveillance, d'encadrement, de soutien, etc. Ça, qu'on paye pour ça, puis qu'on rencontre des conditions d'avoir notamment 70 ans, vous avez accès au crédit d'impôt pour le maintien des îles. Évidemment, c'est un crédit d'impôt qui tient compte aussi de différents paramètres là, que vous avez ici. Puis, ça peut être des services d'aide à la personne, ça peut être aussi des services d'entretien ou d'approvisionnement. Donc, vous avez 70 ans ou plus, puis vous payez pour faire tomber votre gazon, vous payez pour faire laver vos vitres, vous payez pour faire déneiger dans l'entrée. Ben, ces services-là pourraient être admissibles au crédit d'impôt pour ce qu'on appelle le CIMAD, le crédit d'impôt pour maintien à domicile. Et aussi, vous avez le crédit d'impôt pour les frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie. Alors, c'est un autre type de crédit d'impôt qui existe. Évidemment, on va rapidement, mais alors, pour ceux qui... Ouais, ça peut être intéressant. Bien, regardez, notamment dans la brochure que je vous ai parlé tantôt, vous allez retrouver ça là, assez facilement. Donc, ça fait le tour d'horizon. Je sais qu'il fallait aller quand même assez rondement. J'ai quand même fait 1h15 sur des mesures fiscales, puis vous n'êtes pas personne qui est partie. Parce que je donne des cours au comptable agréé, puis tu rentres le matin, tu as 30 personnes, 35, 40 personnes dans la salle. Puis là, à la pause du midi, bien là, tu viens d'en perdre 5, 6, 7, 8. Puis à la pause de l'après-midi, là tu en perds encore un autre bout. Puis là, tu souhaites qu'il reste assez de monde dans la salle pour au moins que tu finisses la journée. T'sais. Là, vous avez resté tout le long, c'est bien fun, merci. Pour ceux que ça intéresserait aussi, si vous avez peut-être des jeunes personnes, mettons, vous avez des sous, puis vous avez des jeunes personnes que vous voudriez, dans le fond, aider parce qu'ils souffrent d'une invalidité, puis que, mettons, on veut mettre de l'argent de côté pour leur permettre éventuellement d'avoir une rente de ça, là, ben, il y a un régime qui s'appelle le régime enregistré d'épargne invalidité qui existe, qui est très intéressant parce que, dans le fond, outre les montants qu'on met dedans, qui ne sont pas déductibles d'impôt, on met ça avec de l'argent après impôt, on met ça dedans, mais l'argent s'accumule à l'abri de l'impôt à l'intérieur de ça. Et le gouvernement donne aussi ou offre un programme d'aide ou de bonification de ça. Alors, vous voyez ici, on peut avoir, dans le fond, une subvention dont le montant annuel qui peut être poté là-dedans, c'est 3 500 $ avec un maximum de 70 000 $. Dans l'autre présentation que j'avais faite pour les personnes diabétiques, il y a une personne de la Royale, puis peut-être que vous avez ce document-là pour ceux qui s'intéressent sur le site de la Royale, qui est très bien fait. Un regard en profondeur sur les régimes enregistrés d'épargne invalidité. Donc, il a fait une présentation qui allait beaucoup plus en détail que je fais, là, avec des chiffres, avec des paramètres, tout ça. Alors, pour ceux qui auraient un intérêt, peut-être pas pour vous, mais peut-être pour des personnes, mettons, si vous avez dans votre entourage des personnes, vous pourriez dire, ben, je voudrais mettre de l'argent de côté, puis quand je serai plus là, ben, ça va pouvoir l'aider à cause de sa maladie, etc. Ben, je vous invite à aller, que ce soit la Royale ou d'autres institutions financières, on offre ces programmes-là, puis c'est un programme qui peut être très généreux à cause des sous qui sont donnés, qui sont mis dans ça par les gouvernements. Ça termine un petit peu, ça termine la présentation de ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions additionnelles. Il y a énormément de détails. Comme je vous dis, quand on fouille dans la documentation, c'est incroyable comment il en existe. S'il y a de quoi, c'est pas qu'on en manque, c'est qu'on en est peut-être trop. À un moment donné, c'est dur de faire le lien tout ça. Mais j'espère vous avoir sensibilisé à différents crédits que vous ne saviez peut-être pas qui existent. Et que si vous avez 70 ans ou si vous avez dans votre entourage des personnes qui vous disent OK, mais cette personne-là se fait aider, là, puis cette personne-là a un bénévole qui va l'avoir, ou cette personne-là paye pour rester chez elle, puis ben, pensez qu'il y a peut-être une crise d'imputation. D'accord? Merci. Ah, c'est une question. Oui. Excusez. Si on a un planificateur financier, es-tu au courant dois-tu être au courant de toutes ces affaires de crédit-là? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que le planificateur financier, il va s'occuper, dans le fond, de gérer vos placements, de s'organiser pour que vous décaissiez vos fers, puis, mettons, l'argent que vous avez mis de côté dans votre vie, il va faire un plan, dire retire tant d'argent déjà imposé, prends de l'argent imposé, essaye de garder tes revenus en bas du seuil pour la PSV. Bon, il va planifier votre côté financier.
Mais le côté fiscal, à moins qu'il soit quelqu'un, mettons, qui aime bien lire et qui se renseigne plus de ça, mais tous ces détails-là, je vous dis, là, je fais de la fiscalité depuis tantôt, Mme Néron m'a dit plus de 35 ans, merci beaucoup, parce que c'est plus que ça. Donc, mais là, moi, je suis un peu éloigné de ce qu'on appelle la saison de TA, la saison des rapports d'impôts. C'est plus jeune chez nous qui font ça. Alors, quand j'ai rebrassé tout ça, là, ça me rappelait des souvenirs de quand j'étais plus jeune, mais quand tu t'éloignes, là, il y a tellement de détails là, que moi-même qui fais de la fiscalité depuis longtemps, il faudrait, mettons que vous auriez une question très pointue, peut-être que je dirais, je vais aller lire là-dessus avant de vous répondre. T'sais. Alors, le planificateur financier, si ce n'est pas son quotidien de faire ça, pas certain qu'il va pouvoir répondre de façon précise. Là. Mais au sujet du régime enregistré de... Ah oui, d'épargne invalidité. Oui, lui, il devrait être en mesure. Oui. Mon comptable est-tu en mesure de me donner des... Normalement, oui. Oui? Oui, normalement, parce que moi, je fais faire tout mon impôt par un comptable. Ben oui. Je sais qu'il m'avait fait demander le régime... AEI? Le questionnaire, vous disiez, rempli par le médecin. OK, oui. Ça, il me l'avait fait remplir. Okay. Il dit, ben ça va te servir toutes tes années d'impôt. Mais j'ai jamais vu quelque chose qui me donnait plus de revenus de l'impôt, de remboursement. De remboursement d'impôt? Oui. Je ne sais pas si là, il a fait votre remettre. Vous êtes admissible au crédit d'impôt? Quand il l'a fait, la demande, maintenant? Oui. Vous êtes admissible? Oui. OK. Donc, votre impôt doit baisser de ces crédits-là. OK. Merci beaucoup. Oui. Merci, M. Chabot. C'était très intéressant. Merci. Merci. Et n'oubliez pas, donc, que la présentation va être mise sur le site de la Fondation. Fait que vous pourrez peut-être la revoir tranquillement. Il y a beaucoup de choses. Puis, il y a évidemment beaucoup de références autres à aller visiter si vous voulez avoir plus d'informations. Puis, merci d'avoir